Omar, qui a rencontré donc lui l'engagement en Afrique lorsque vous étiez au Sénégal et qui, bon, maintenant vous êtes ici, vous faites des études et vous êtes allé, vous vous êtes engagé, vous êtes allé rencontrer Action contre la faim, vous êtes allé rencontrer les médecins également. Comment est-ce que vous l'expliquez, cet engagement? Comment est-ce que vous l'avez vécu quand vous avez rencontré sur le terrain des gens qui venaient, entre autres, travailler dans le village dans lequel vous êtes né? D'abord, moi je suis donc né au Sénégal, j'ai grandi là-bas dans un village qui était... Un village de lépreux, hein? Oui, à la base c'était même pas un village, c'était un hôpital qui a été construit en 1914 par Blaise Diagne, qui était le premier député africain, noir en tout cas, à l'Assemblée française. Et donc c'était pour mettre en quarantaine des lépreux, parce qu'en ce moment-là, non seulement il n'y avait pas les moyens suffisants sanitaires, je veux dire, pour endiguer la maladie, mais il y avait toute une croyance qui considérait la lèpre comme quelque chose, comme une malédiction, qu'il fallait mettre en quarantaine ces lépreux. Et donc moi je suis né en 80 dans ce village-là. Mes grands-parents, je connais que ma grand-mère paternelle, les autres étaient déjà décédés parce qu'ils étaient plus malades, parce qu'ils avaient déjà reçu des soins, mais ils étaient mutilés à vie. Donc j'ai connu que ma grand-mère qui m'a expliqué tout ça. Donc mon père et ma mère aussi sont nés dans ce village-là. Et ne souffre d'aucune infirmité, parce que considérer que la lèpre était héréditaire, là, ça prouve bien, je ne suis pas... Donc ça prouve bien que ce n'est pas le cas. Et moi, quand j'ai vu des gens venir de partout, de France, d'Allemagne, de Hollande, des gens venir au village, parce que moi j'étais dans ça, c'est-à-dire, à part une école, salle de classe construite en 1962, l'État du Sénégal n'a absolument rien fait dans ce village. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour dire à quel point les humanitaires, comme on l'appelle, moi je ne les appelais pas des humanitaires. Vous les appeliez comment? J'avais pas de nom. Je ne les nommais pas. Je voyais juste des gens qui venaient, pas avec des projets clés en main, mais avec l'envie de nous faire comprendre que si vous devez vous en sortir, c'est par vous-même. Parce que vous êtes doublement handicapés, ce qui est vrai. Parce qu'on était dans une société pauvre, notamment le Sénégal, mais dans cette même société, on était relégués. On appelait ça des villages de reclassement social. En fait, c'était des villages de relégation sociale. Et ces gens ont bravé les interdits parce qu'il ne fallait pas venir voir les malades. Les malades, même pour sortir, devaient avoir une autorisation express écrite par l'autorité qui est chargée de l'action sociale. Donc aujourd'hui, ce village est un moteur du développement du département de Thiès qui est quand même très très connu, et c'est un village de 3000 habitants aujourd'hui. 3000 habitants, ça ne peut rien dire à quelqu'un en français, parce qu'il y a des villages qui font beaucoup plus que ça, mais 3000 habitants, je peux vous dire que c'est énorme en Afrique, un village de 3000 habitants. Aujourd'hui, l'histoire est longue, hein, mais il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a Internet, il y a tout, et il y a une école qui forme des élèves qui réussissent à l'entrée en 6e et au BFM avec 90%. Et au Sénégal, ça ne dépasse pas 50% la réussite. Donc ça montre bien que certes, on se pose beaucoup de questions sur ce que font ces humanitaires dans ces pays-là. Moi, je suis là pour témoigner. Et j'ai rarement eu l'occasion de dire ça et de témoigner de ça. Mais moi, je peux mesurer la force et l'impact, et pas simplement l'influence, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est des gens qui ont une conviction, qui viennent et qui veulent faire quelque chose. Donc moi j'ai été bénévole à Action contre la faim. J'ai été dans une opération qui s'appelle Course contre la faim en 2007 et en 2008. En 2009 j'ai pas pu parce que j'avais pas le temps. Chez Médecins sans frontières aussi, j'ai commencé une formation, je devais travailler, mais en ce moment-là mon livre devait sortir et je n'avais plus le temps. Et aussi j'ai travaillé avec Aide et Action qui s'occupe de l'éducation. Donc cet engagement humanitaire, cet engagement auprès de ces ONG, c'est pas fortuit, c'est quelque chose qui couvait en moi. C'est parce que je suis convaincu qu'ils ont un grand rôle à jouer dans les problèmes qui sont dans les pays pauvres. Vous écrivez dans votre livre, les ONG sont de plus en plus incontournables dans le combat contre la pauvreté en Afrique. Donc avec un vrai rôle. Ce qui pose problème quelquefois, c'est cette ingérence, donc on appelle ça ingérence, où on considère que les gens viennent donner des leçons, ou en tout cas diriger une communauté donnée,
et les mener par le bout du nez. Et ça, je pense que... moi, je n'ai pas vécu ça comme ça, en tout cas. Parce que moi, j'étais dans une école qui a été construite par des ONG, une seule classe construite par l'école, par l'État. J'ai été au collège avec un vélo qui m'a été donné par une ONG allemande, un petit vélo qui est toujours... dont le truc est... les gens sont toujours à la maison. Oui, et j'avais des manuels scolaires, des livres qui m'ont été donnés par cette association allemande. Donc moi, si j'ai pu faire des études, quand bien même les programmes scolaires sont à revoir, mais si j'ai pu faire des études et casser le complexe qui était en moi vis-à-vis des autres qui étaient issus des villages normaux, c'est parce que justement il y a eu ces gens engagés qui sont venus me redonner confiance. Ouais. Lorsque vous racontez dans votre histoire d'engagement dans cet ouvrage, Ronnie Broman, Pourquoi je suis devenu médecin humanitaire, vous revenez au début et à la création de MSF en 71 par Bernard Kouchner, et vous dites qu'à cette époque, vous vous méfiez, vous, de l'humanitaire. Pour vous, les vraies réponses étaient des réponses politiques. C'était non pas un engagement social, mais un engagement beaucoup plus politique. Lorsque vous écoutez Omar, je suppose que des témoignages, vous en avez tous les jours quand vous êtes sur le terrain, mais nous qui restons ici, des témoignages comme ça, on n'en a pas. Donc on a un point de vue, on a un avis, voilà, peut-être d'ingérence ou pas. Lorsque vous écoutez ces témoignages, vous revenez sur cet a priori que vous aviez en 71, lorsque vous êtes rentré à MSF. Oui, bien sûr. Enfin, c'est très agréable d'écouter Omar. Mais enfin, j'étais revenu sur cet a priori depuis longtemps. Sinon, je ne serais pas là. Sinon, je n'aurais pas commencé donc à travailler dans ce domaine. Mais bon, le jeu de ce livre, c'était de retracer un parcours en étant un peu personnel, pas intime, je le dis tout de suite, mais enfin quand même un peu personnel. Et quand j'ai commencé mes études de médecine en 67, et 67, comme chacun sait, c'est juste avant 68. Et bon, je suis tombé dedans, enfin j'étais déjà un peu, c'était l'époque, disons, du militantisme anti-impérialiste, la guerre au Vietnam, ensuite le gauchisme, la révolution. Et donc, bon, d'une façon extrêmement sectaire, fermée, tout ce qui pouvait distraire de la révolution, tout ce qui écartait de la juste voie, était à bannir. Donc c'est, disons, un petit clin d'œil sur mon dogmatisme de l'époque que je fais là. Bien évidemment, je me suis émancipé de ce carcan idéologique. Il n'en reste pas moins qu'il y a des affinités entre l'humanitaire dans son histoire et dans un certain nombre de pratiques. Il y a des affinités donc entre l'humanitaire et l'impérialisme. L'impérialisme colonial, en particulier, la mission civilisatrice, une espèce de... Il y a, disons, de façon... dans une partie du mouvement humanitaire, ou même d'ailleurs de façon presque génétique dans l'humanitaire, mais chacun sait qu'on n'est plus prisonnier de ces gènes, mais tout de même, ils sont là, une sorte d'aspiration à un tutorat universel qui est, je pense, très dangereux, et dont, en effet, on fait une discussion très, très consensuelle et sympa, mais bon, il y a aussi des controverses et des polémiques, dont, en effet, Bernard Kouchner est l'incarnation, et dont la dernière manifestation particulièrement imposante est apparue en mars 2003 en Irak, avec cette aspiration à démocratiser par la force l'Irak. Donc, du droit d'ingérence, disons, qui se traduit par la dénonciation médiatique de dictature ou d'exaction de cette donc, prise de parole publique au nom d'une morale transcendante jusqu'à l'intervention militaire avec les dégâts effroyables que cela a pu entraîner, il y a une certaine continuité. Et je pense qu'il n'y a pas que de la continuité, il y a aussi, entre la parole et les bombardements, il y a heureusement des distinctions importantes. Mais tout de même, il y a aussi des liens. Les bombardements commencent aussi avec une certaine parole. Et donc, c'est cette parole qui est celle de l'ingérence, de
la conviction ou de l'aspiration à incarner une espèce de bien universel qu'il faut aller porter par la croix et l'épée dans une tradition qui est tout de même celle des missions coloniales. Tout ça, ça existe.